Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Porte de Versailles à Paris dans le cadre du Salon de l'Agriculture. Pourquoi sous-estime-t-on la précarité en milieu rural? C'est vrai que la précarité dans les villes, on arrive à l'identifier, on sait alimenter. Peut-être qu'en milieu rural, on a plus de mal à identifier les personnes qui en ont besoin et peut-être quelques difficultés à les atteindre. C'est le thème de ce débat et j'ai le plaisir d'accueillir Catherine Bureau. Bonjour Catherine. Bonjour. Vous êtes directrice déléguée de la Fondation Avril. À vos côtés, Éric Fouillaron. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Banque alimentaire du Morbihan. À ma gauche, Cédric Guyot. Bonjour. Bonjour Jean-Paul. Fondateur d'Agricoli. Et Philippe Panel. Bonjour. Président de la MSA Auvergne. Alors, on va partir du départ. Est-ce qu'on a du mal aujourd'hui à identifier les gens en situation de précarité en milieu rural, peut-être plus que dans les villes? Je confirme, oui. En discutant avec les banques alimentaires, celle d'Auvergne, lors du dernier salon du sommet de l'élevage, on s'est rendu compte en fait que la précarité rurale est difficilement atteignable. Pourquoi? Quand vous habitez en ville, vous avez les banques alimentaires et plein d'autres associations qui sont capables de vous donner, des vivres si vous en avez le besoin. Dès lors que vous habitez à 10, 15, 20, 30 km des villes, il n'y a plus personne qui peut vous aider. Ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième constat des banques alimentaires, c'est que les gens ils sont assez, pudiques. On connaît tous son voisin et on n'a pas envie de dire qu'on a un besoin. En fait, donc, c'est en partant de cette constatation et avec l'association Les Agriculteurs ont du cœur, on s'est dit mais pourquoi nous, association qui met en valeur le monde agricole, on ne serait pas en capacité de fédérer un maximum d'acteurs pour trouver une solution? On va vous en parler juste après. Alors Éric, vous validez le constat de Cédric? Oui, les deux points qu'il a abordés, le fait qu'il n'y a pas moyen d'aller quand on habite dans des régions perdues et le fait qu'on a le coup d'œil du voisin qui est assez dévalorisant, ça je confirme, on l'a vu. Alors on a fait une chose, c'est qu'on s'est dit, si tu ne peux pas aller à la Gardère, ben c'est la Gardère qui ira à toi. Et ça c'est la solution, on en parlera après. Alors on a un agriculteur, ça tombe bien. Philippe Panel, vous êtes agriculteur. Alors les agriculteurs, c'est 3% de la population rurale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est très peu les agriculteurs. Mais si on regarde au-delà des agriculteurs, en tant que président de la MSA Auvergne, vous confirmez aussi le constat? Oui, effectivement, le constat, je le partage tout à fait. J'insiste sur le côté culturel de la chose. C'est que déjà, faire la démarche d'aller sur l'aide alimentaire en milieu rural, ce n'est pas quelque chose de coutume. Donc ça, c'est déjà un point. Et après, donc à l'issue des contacts qu'on a pu créer au moment de l'événement du sommet de l'élevage, notamment les agriculteurs ont du cœur, qu'ils ont cherché, je pense, à interpeller le partenariat possible, potentiel sur le territoire. En tant que président de la MSA Auvergne, donc très investi dans la cause de précarité, je dirais, sous toutes les formes. Et cette notion donc, de distribution donc, de vente alimentaire a fait que j'ai tout de suite investi, je vais dire, ma structure et ses composantes qui sont bien sûr des élus, parce que la particularité de la MSA, donc avec une forte présence sur les territoires. Donc nous avons entrepris un travail commun de recherche en fait, de partenariat avec les acteurs souvent concernés en priori, ce sont les communes. Et là, c'est là que nous avons fait en fait, la découverte de barrières. Et bon, mais comme on a l'habitude d'être dans le combat, d'être actif, et Cédric s'est investi aussi sur ce côté-là, sur un côté, je dirais, technique, hein, et avec des valeurs. Donc ça nous a quelque part donné un peu plus d'énergie pour aller atteindre sa cible. Et c'est quoi les barrières? Et alors, les barrières, on s'est rendu compte donc, de rassembler les acteurs concernés déjà, de trouver un temps d'échange, de pouvoir se rencontrer, et puis après, de trouver de la logistique sur place, un dépôt, de trouver l'organisation itinérante ou sur un point fixe. Donc là, on a abordé des problématiques effectivement tout de suite avérées. Avoir un point unique, centré, qui va effectuer la distribution. On a eu des questions donc, du maire concerné qui nous a dit oui mais attendez, moi je vais drainer toute une population qui nous entoure, donc pour moi ça va être compliqué à gérer, la commune ne va pas comprendre et tout ce qui s'ensuit. Donc du coup on s'est rapproché en fait du côté social, de l'assistance sociale qui sont attachés au département
et qui sont gérés aussi par secteur. Donc ça a été une autre affaire. Donc rentrer en contact avec eux par intermédiaire de bénévoles qui étaient des anciens salariés de la CAF, qui avaient fait l'étude. Voilà, on a fait par connaissance et puis par je veux dire, compétence. Et après, on a buté sur une question, c'est que les maires, donc on est parti à titre expérimental, donc on n'a pas voulu les s'aimer sur trop de communes, donc on a ciblé 2 communes. Et les maires nous disent, voilà, ouais, c'est bien, mais aujourd'hui, le social connaît les personnes qui sont éligibles. Par contre, on ne peut pas avoir le nom de la personne, on ne peut pas l'identifier. Donc on a essayé de travailler justement côté social, avec l'assistance sociale, pour voir comment qu'on pouvait. Donc, alors on va peut-être déroger un petit peu à la loi, mais je pense qu'il y a des fois, c'est peut-être aussi nécessaire. Comment le CCAS de la commune ou le maire puisse avoir connaissance en fait des personnes éligibles à l'aide. Et je crois que, et là on va être, je pense que dans le franchissement de l'obstacle, et quelque part ça va tout à fait légitimer notre action, autant pour le partenaire, autant pour les financeurs qu'on va pouvoir associer. On a aussi questionné bien sûr le département. Et dans ce sens-là, je crois qu'on va atteindre notre but, c'est que l'aide alimentaire soit bien destinée aux personnes dans la nécessité, au public précaire et qui est tout à fait éligible à l'aide. Juste, les personnes éligibles à l'aide sont en fait issues d'une enquête qui avait été effectuée, diagnostic par la CAF, et à partir donc d'un revenu minima, donc ça veut dire telle et telle personne est éligible. Non, ce que j'aurais voulu juste rajouter, c'est qu'en fait, on voit bien que le monde rural, donc il y a l'isolement géographique, on l'a vu, l'isolement psychologique, donc la honte, il y a de l'entraide, mais il y a aussi de la honte et une peur de la stigmatisation. Et du coup, ces 2 faits font qu'il y a le coût, c'est horrible de le dire comme ça, mais le coût de l'aide alimentaire à la personne est beaucoup plus élevé qu'en ville. C'est peut-être pour ça qu'il y a moins d'associations, même s'il y a beaucoup déjà de banques alimentaires. Et je pense que il faut qu'il y ait une prise de conscience forte de cette existence, de cette précarité cachée, parce qu'elle est cachée. D'ailleurs, c'est ce que dit une thésarde, Mathilde Ferrand, qui dit qu'effectivement, il faut se saisir de cette problématique parce qu'elle n'existe pour personne, et pourtant, elle est là. Elle est même plus forte que dans les villes, puisqu'il y a plus de 30% d'ouvriers quand même à la campagne. Il faut quand même savoir que le niveau de vie à la campagne, la moyenne des revenus mensuels, les revenus mensuels sont inférieurs à la campagne dans le monde rural qu'en ville. Donc tout ça, ce sont des contraintes spécifiques, et si on ne se mobilise pas tous, on ne réglera pas le problème. Et il y a une chose que je voudrais dire, c'est que c'est bien l'itinérance, c'est génial, et c'est ce qu'il faut faire. Il faut aller chercher ces gens, il faut aller les identifier, ce qui est difficile. Par contre, je pense que si on ne mutualise pas les services, mutualise pas les efforts. Quand il y a un petit camion qui va dans une ferme, par exemple, pour ne parler que des agriculteurs ici aujourd'hui, eh bien, il pourrait peut-être apporter d'autres services ou s'associer à d'autres associations. Donc, il y a mutualisation, itinérance, mutualisation des services, coordination des acteurs quand même. Alors, la MSA fait beaucoup, évidemment, mais on le voit, les acteurs ne se connaissent pas forcément et donc n'arrivent pas à identifier les personnes dans les villages qui ont besoin de cette aide alimentaire. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Je pense que ça vaudrait la peine de discuter entre nous, entre vous, pour réduire les coûts. C'est tout simplement ça. Il faut atteindre les gens. En fait, c'est exactement ce qu'on a constaté. Et en fait, l'association, donc là, les Agriculteurs du Cœur, on a essayé de fédérer toutes ces personnes. En fait, de la MSA, le département, les communautés de communes, les assistantes sociales, le CCAS, en fait, vraiment tout le monde, les agriculteurs. En fait, où on en est arrivé à une conclusion, déjà, c'est que les gens ne se connaissent pas forcément. Alors déjà, on parlait d'identifiants. Donc on a travaillé sur l'axe, j'identifie les personnes qui sont dans la précarité. Mais la deuxième axe, c'est comment je vais les toucher. Pour travailler sur cette solution, on est parti par exemple de dépôts, techniquement de dépôts de banques alimentaires. On s'appuie sur des relais. Là, on a un relais agricoli, donc un relais colis. Donc c'est un agriculteur qui a une capacité de stockage temporaire et de manière éphémère. Là, on a embringué les Emmaüs qui seraient capables de venir pour mettre à disposition des bénévoles. Donc en fait, c'est plusieurs associations qui travaillent dans des actions qui sont déjà des fois ponctuelles, mais on s'est dit pourquoi on ne travaille pas ensemble, l'agriculteur, après des bénévoles, Emmaüs, ou peut-être demain la MSA ou du CCAS. Et puis après, l'étape suivante, ça va être je peux venir chercher dans le dépôt, parce qu'il est dans mon village, parce qu'il est vraiment ancré au centre du village, ou alors, pour certains cas, je vais les relivrer. Donc en fait, comme vous l'avez dit, c'est mutualiser et mettre tout le monde sur le même axe.
Après, il y a encore une échelle au-dessus, je dirais. Juste, c'est l'aide alimentaire, c'est formidable, mais pourquoi pas créer de l'activité économique autour de cette aide alimentaire? On peut faire de la transformation locale, on reterritorialise l'aide, et notamment les produits alimentaires produits par les agriculteurs. Solal peut les distribuer et le fait régionalement. Donc on peut tout faire au niveau du territoire et recréer une dynamique économique, en fait. 100% d'accord. Mais Oui, si je permets de rebondir, c'est vrai que la Banque alimentaire dans le Morbihan a fait ce projet avec la Croix-Rouge. C'est-à-dire que nous, on n'est pas implanté localement. Il nous fallait un correspondant implanté localement et la Croix-Rouge du Morbihan était notre partenaire pour aller sur place. Donc c'est eux, on partage si vous voulez. Nous, on a la logistique, l'approvisionnement produit. Eux, on les contacte avec la CCAS et les bénéficiaires dont on a besoin. Je rebondis un petit peu sur la transformation des produits. Nous, banque alimentaire, ce n'est pas trop notre métier parce que ce sont des contraintes vous le faites sanitaires. Quand même, vous le faites, des ateliers de transformation. Il y a quelques ateliers de transformation, mais quand je vois toutes les contraintes que l'on a, n'oublions pas que nous sommes que des bénévoles. Voyez, et un bénévole doit être habilité pour pouvoir recevoir 50 kilos de viande et faire 100 portions de 500 grammes, vous voyez, des trucs comme ça. Et ça, c'est plus compliqué. C'est une réflexion que l'on a, mais il faut avoir, la compétence, les infrastructures, et après, ce que j'appelle l'aval. Et s'associer avec des acteurs économiques aussi, Bien tout sûr. simplement. Pour alors, créer de c'est l'emploi. justement une des idées qui est née aussi des agriculteurs du cœur et des banques alimentaires dans le cadre du sommet de l'élevage. Je laisse Philippe Hanel en parler. Exactement. Donc, je pense que tout ce qu'on a pu évoquer, donc on a essayé de le mettre en application à titre expérimental. La première des choses aussi, c'est d'assurer sur le territoire qu'il y a déjà une structure qui œuvre dans ce sens-là, de ne pas créer de doublons, essayer de devenir complémentaires. Donc ça, on l'a effectué. Et puis la deuxième chose aussi qui est importante, c'est la position de l'agriculteur dans l'action. On a essayé quand même on travaille sérieusement pour que l'agriculteur soit impliqué dans la démarche, c'est-à-dire qu'il soit présent au moment de l'acte du don. Pourquoi? Parce que ça a été évoqué. Je crois qu'aujourd'hui, l'alimentation est quelque chose de riche en valeur nutritive, mais en valeur aussi morale, en valeur travail. Et je pense que depuis trop longtemps, on a éloigné le producteur du consommateur. Et quel que soit le consommateur, donc je pense que le producteur, il est très intéressant qu'il soit là et il doit être là. Donc on va inciter les agriculteurs à être présents. La MSA a aussi donc des délégués donc qui sont aussi exploitants mais aussi salariés. On va aussi également les inciter à être présents dans cette chaîne de distribution. Et puis de l'autre côté, je pense qu'il faut qu'on ait bien à vue que si on met une structure en place, il faut qu'elle soit durable. Donc ça veut dire que voilà. On va faciliter le don. Effectivement, le don doit toujours être en vigueur, mais on doit penser qu'à terme, ce public qui est en précarité alimentaire puisse avoir à ses dispositions une alimentation comme tout le monde peut en prétendre et a droit. Et derrière, préserver aussi donc, la rémunération de l'agriculteur, de faire le lien, d'expliquer qu'il y a un coût. Et je pense que c'est là qu'on va attirer aussi le financement donc, des pouvoirs publics ou des collectivités territoriales qui vont mettre du sens en fait à leur investissement parce que par ce biais-là, on va répondre quand même à deux problématiques dans la durée. Catherine. Oui, non, moi je voulais quand même saluer les agriculteurs qui sont aujourd'hui, cette semaine, à la une des informations. C'est juste pour leur dire quand même qu'ils parfois ils ont besoin de cette aide alimentaire, mais souvent ils sont à l'origine de dons. Et je parlais de Solal, les banques alimentaires, etc., qui vont chercher chez ces agriculteurs qui donnent sans retour. Donc je trouve que là aussi, c'est un axe solidaire très fort. Et du coup, on peut aller encore plus loin parce qu'il y a les agriculteurs sur le territoire, il y a les bénéficiaires sur ce territoire aussi, il y a les PAT, ce qu'on appelle les projets alimentaires territoriaux, qui ont souvent un volet social. Donc tout ça, on peut les réunir et faire cette dynamique, justement, créer cette dynamique autour. Je voudrais rebondir. En fait, on parlait tout à l'heure de la transformation. Les banques alimentaires ne savent pas transformer. C'est une autre initiative qu'on a lancée. Pas toujours, non, oui. Ils en font, pas toujours, on en finance même. On soutient des projets je me suis mal exprimé. Voilà, ce sont des contraintes administratives et surtout sanitaires qui sont très fortes. Alors, mais c'est nécessaire pour les fruits et légumes. Mal exprimé. On veut dire, en fait, je pense que ce que vous expliquez tout à l'heure, c'est que c'est en mutualisant les besoins, c'est-à-dire ou les façons, le savoir-faire, qu'on va pouvoir y arriver. Et c'est une autre initiative qu'on a essayé de faire. On s'est dit, mais pourquoi
quand les banques alimentaires ont des produits qui ne sont pas capables de donner, exemple, je reçois 2 tonnes de pommes, de pommes, voilà, 2 tonnes de pommes et je ne suis pas capable de les donner en temps et en heure avant qu'elles soient, on va dire, mûres. Oui, non, mais on les redistribue entre Oui. nous. Non, justement. Il y a beaucoup de choses qui existent déjà quand même. Non, ce que je voulais. Non, j'avais pas fini. C'était une demande très précise dans pas en fini. région. Dans ce cas-là précis, et où on n'arrive pas à trouver des coulées, on s'est dit, mais est-ce qu'il n'est pas possible de la transformer? Et là, par exemple, ça demandait à un lycée agricole qui a des cantines, qui a des cuisines et qui est capable de le faire. Et c'est une expérimentation de la Banque alimentaire d'Auvergne avec un lycée agricole d'Auvergne pour essayer de mutualiser et de faire appel à des personnes qui ont le droit, qui sont certifiées. Qui ont le droit et qui ont les moyens. Les compétences, surtout. Les moyens financiers et les compétences. Ce sont les 2 éléments. Alors, la politique là va vous soutenir, parce que c'est vrai que tous ces PAT, là, ces fameux projets alimentaires territoriaux, c'est formidable pour ça. Vous allez pouvoir les développer, je pense, dans les territoires de manière à vitesse grand V. Il faut en profiter en tout cas. Et c'est géré par qui ces PAT? C'est public. C'est public, voilà, mais c'est le monde agricole qui se met en place qui se met devant, les collectivités. Bon, voilà. Je créer suis pas du lien sur les territoires, très sensibilisé encore à cela. Alors, le petit panier, c'est un petit véhicule, un utilitaire. Voilà. Expliquez-moi un peu mieux. Alors, le petit panier, on l'a appelé ainsi parce que bon, c'est plus sympa que de dire banque alimentaire dans la campagne. C'est un véhicule qui a été aménagé un peu comme une épicerie de village. C'est-à-dire, vous avez des rayonnages. Il part le vendredi matin vers 7 h. Le soir, on le remplit avec du produit frais, des légumes, des yaourts, des produits laitiers, produits viande et tout ça. Et on va dans chaque vendredi, on va dans un groupe de 7 ou 8 communes. Alors je vais vous citer Gourin, Roudoualec, Guiscrif, enfin des ports de pêche qui disent beaucoup aux Bretons, mais qui ne doivent pas dire grand-chose ici. Et à chaque fois, on est en partenariat avec le CCAS qui nous dit, voilà, aujourd'hui, il y a 10 familles qui représentent 25 personnes dans notre commune. Eh bien voilà, on va donner. Et en moyenne, c'est entre 7 et 8 kilos qui sont donnés en fonction de ce qu'on a récupéré la veille. On peut donner, on a 500 œufs, ben chaque famille aura droit à une douzaine ou une vingtaine d'œufs. Le véhicule est très visible, il s'arrête au milieu du village. C'est pas un problème de pudeur pour y aller Si, je l'ai vécu une fois. Je l'ai vécu une fois avec un homme seul qui, la deuxième fois, a dit « c'est pas moi qui viendrai, ça sera mon voisin ». Mais ça permet également de le faire savoir. Parce qu'on traverse d'autres villages. On est à 120 km de notre base de Vannes. On traverse un certain nombre de communes. C'est plus facile après d'aller voir les élus, les CCAS, en leur disant, écoutez, on a lancé ça, est-ce que vous êtes prêts à reprendre? Parce que le véhicule tourne aujourd'hui un quart de sa capacité. L'idée, c'est qu'il l'utilise complètement. Ça fait 2 ans qu'on a lancé ça. Oui. Il y a des camions qui sont anonymisés d'ailleurs pour les banques alimentaires. Pardon, je sais pas. Il y a des camions qui n'ont pas de logo, qui n'ont rien, voilà, effectivement, pour pouvoir aller tranquillement dans les territoires. Celui-là, on l'a mis avec le logo de Banque Alimentaire parce que c'est nous qui fédérons, et on l'a mis avec Croix-Rouge, mais la plaque Croix-Rouge peut être enlevée. Si demain on travaille avec les agriculteurs en Ducœur, on enlève la plaque Croix-Rouge, on met une autre. C'était l'objectif qu'on a de dire élargissons le panel de gens avec qui on peut travailler. Philippe? Oui, je crois que la problématique de la précarité alimentaire, je pense qu'on va le dire comme ça, c'est une question sur laquelle on doit apporter réponse et les agriculteurs doivent être tout à fait impliqués dans la démarche. D'autant plus que, alors je suis tout à fait favorable aux dons, mais on connaît aussi les contraintes sanitaires, les contraintes de disponibilité, tout ce qui s'ensuit, l'action au coup par coup. Et on va rentrer, je pense, malheureusement dans une période encore compliquée, où les volumes de production agricole risquent d'être aussi plus limités qu'auparavant par rapport, voilà, il va falloir en prendre conscience. Je pense que le pouvoir d'achat des gens aussi va être malheureusement plus affecté. Donc il va falloir montrer quand même une capacité à être durable dans l'approvisionnement de cette population. Et j'insiste fortement justement sur ce qu'on va être capable de mettre en place, que quelque part on montre le chemin au pouvoir public, aux institutions qui œuvrent dans ce domaine-là pour en fait assurer cette alimentation essentielle. Et puis pour le rapprochement, je pense qu'avec les producteurs, c'est que notre fonction primaire, c'est quand même la fonction nourricière. Et on a perdu un petit peu pied sur ce côté-là et donner, je dirais, un peu de couleur à cette fonction
on aura quelque chose de positif et de durable sur l'avenir. Bon, nous sommes arrivés au terme de cette émission. On pourra en débattre bien sûr longtemps. Catherine Bureau, Éric Fouillaron, Cédric Guyot et Philippe Panel, merci beaucoup d'être venus ici. Et puis merci à vous.